Je suis à la fenêtre de ma cuisine, une tasse en céramique réchauffant mes mains contre le froid de novembre qui s'infiltre à travers la vitre. La routine matinale que j'ai perfectionnée au cours de 5 années d'indépendance professionnelle s'effondre au moment où je jette un coup d'œil à l'emplacement de parking numéro 34B, vide. L'endroit où ma Subaru Outback vert forêt de 2022 devrait se trouver me regarde en retour, le béton taché d'huile se moquant dans sa nudité. Je cligne des yeux, pose ma tasse, me penche plus près de la fenêtre comme si la proximité pouvait matérialiser le véhicule dont j'ai effectué le dernier paiement la semaine dernière. Ma première pensée est logique. Je me suis garé ailleurs. Mais non. Je me souviens clairement être arrivé à 18h hier après la visite du chantier, avoir pris mon portfolio sur le siège passager, le bip satisfaisant de l'alarme qui se met en marche. L'immeuble n'autorise pas le stationnement de nuit dans la rue. La mise en fourrière nécessite un préavis. Mon téléphone semble lourd alors que je compose le numéro de la gestion de l'immeuble. Ici Florence Wilson du 4B. Ma voiture a disparu de ma place attitrée. Laissez-moi vérifier le registre de nuit. Des clics de touche. Aucune mise en fourrière autorisée pour votre place, mademoiselle Wilson. Vous devriez peut-être déposer une plainte à la police. Les mots atterrissent comme des pierres dans mon estomac. Je remercie le gestionnaire, mets fin à l'appel et compose immédiatement le numéro de ma mère. Meryl partagera sûrement mon alarme, m'offrira du réconfort, suggérera d'appeler la police ensemble. Bonjour, ma chérie. Sa voix pétille d'une gaieté inhabituelle. J'allais justement t'appeler. Maman, ma voiture a été volée. Elle a disparu de ma place de parking. Oh, ma chérie. Détends-toi. On l'a donnée à Griffin. Il en a plus besoin que toi. Ma main se resserre sur le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Vous. Quoi? Il vient de récupérer son permis après cette stupide suspension. Warren est passé ce matin avec la clé de rechange que tu nous avais donnée. Griffin a cet entretien chez Kellerman S de l'autre côté de la ville, tu sais à quel point les bus ne sont pas fiables. On s'est dit que tu es si capable. Tu trouverais bien une solution. Tu le fais toujours. Le mépris désinvolte dans son ton déclenche quelque chose de profond dans ma poitrine. Un souvenir refait surface, non sollicité. 17 ans. Lettre d'acceptation au prestigieux programme d'été d'architecture de Whitmore en main. 2000 $. Mes parents assis de l'autre côté de la table de la cuisine, Warren secouant la tête. On n'a tout simplement pas ça, ma chérie. Tu comprends. J'ai compris. J'ai avalé ma déception comme un médicament, je me suis dit qu'ils faisaient de leur mieux. 7 jours plus tard, la console de jeux de Griffin s'est mystérieusement cassée. Warren a conduit 2 heures jusqu'au magasin spécialisé, et revenu avec un PC de jeu personnalisé. Le reçu que j'ai accidentellement vu en sortant les poubelles. 2500 $. Il était tellement triste, a expliqué Meryl quand j'ai regardé la nouvelle installation. Tu es la responsable. Tu comprends. J'ai compris. J'ai toujours compris. La responsable. Celle qui comprenait. Celle qui n'avait jamais besoin de ce dont Griffin avait besoin, parce que j'étais plus capable. Mon téléphone vibre de textos entrant alors que je suis figé dans ma cuisine 13 ans plus tard. De Meryl. Ne sois pas égoïste. De Warren. C'est juste une voiture. La famille est de la famille. De ma tante Catherine. Ta mère dit que tu es contrarié? Tu ne gâcherais pas la chance de Griffin, n'est-ce pas? Mes mains tremblent alors que je fais une capture d'écran de chaque message. Méthodiquement. Soigneusement. Puis je me dirige vers mon ordinateur portable. Je télécharge tout sur mon stockage en nuage. Le tremblement s'arrête. Mon esprit se cristallise autour d'une seule pensée. Pas cette fois, je chuchote à mon appartement vide. Je pense à la manipulation exercée de Meryl. Comment elle m'a qualifié de « capable » tout en me volant. La part de Warren dans tout ça, l'homme qui a traversé la ville à l'aube pour prendre ma propriété. Estelle appellera bientôt, je le sais. La voix dégoulinante de déception sur les « valeurs familiales ». Et Griffin? Griffin qui a perdu son permis en conduisant ivre. Qui n'a pas eu de travail depuis 3 ans. Qui suppose que le monde lui doit tout ce dont il a besoin. Ils ont planifié cela. Gardez ma clé de rechange. Attendant.
Supposant que je céderais comme toujours, parce que c'est ce que fait Florence. Je me sacrifie toujours. Je comprends. Je me débrouille. Je reprends mon téléphone. Mes doigts ne tremblent pas alors que je compose. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler un vol de véhicule, dis-je. Ma voix stable comme de l'acier. J'ai les noms des auteurs et des aveux écrits. Ce sont mes parents. L'agent Miller arrive à mon appartement à 9h15, exactement 90 minutes après mon appel au 911. Il est plus jeune que je ne l'attendais. Peut-être au début de la trentaine, avec le genre d'expression neutre qui lui sert probablement bien pour gérer les drames familiaux déguisés en plaintes criminelles. J'ai tout préparé sur ma table de cuisine. Des dossiers. L'ordinateur portable ouvert. Le téléphone chargé et déverrouillé. Mademoiselle Wilson? Il sort un bloc-notes. Vous avez signalé un vol de véhicule? Ma Subaru Outback 2022. Vers Forêt. Place de parking 34B. Je fais glisser le titre de propriété physique sur la table. Comme vous pouvez le voir, je suis la seule propriétaire. Ses sourcils se haussent légèrement alors qu'il examine le document. La plupart des gens n'ont probablement pas leur titre de propriété aussi accessible. Mais j'organise mes documents importants dans des dossiers étiquetés depuis l'université, une habitude qui est sur le point de porter ses fruits. Et vous croyez que vos parents ont pris le véhicule? Je ne le crois pas. Je le sais. Je tourne ma tablette vers lui. Les documents d'assurance remplissent l'écran. Je suis répertorié comme la seule conductrice. 5 ans de paiement depuis mon compte courant personnel. Je sors mon application bancaire, faisant défiler l'historique documenté. Dernier paiement effectué le 8 novembre. La semaine dernière. Miller écrit régulièrement. Et ils avaient accès aux clés. J'ai donné à ma famille une clé de rechange pour les urgences. Le mot a un goût amer maintenant. Les urgences légitimes. Des situations médicales. Pas un grand theft auto pour permettre le dernier échec de mon frère. Je lui montre la compilation de captures d'écran. Les textos de Meryl brillent d'un éclat accusateur sur mon écran. On l'a donné à Griffin. Il en a plus besoin que toi. Vos parents ont admis l'avoir prise. Le masque professionnel de Miller glisse juste assez pour montrer une véritable surprise. Par écrit. Plusieurs fois. Je fais défiler les preuves. Ma mère l'a orchestré. Mon père, Warren, a physiquement pris le véhicule en utilisant cette clé de rechange. Ils ont positionné mon frère Griffin comme une sorte de victime impuissante qui avait besoin d'être secourue. Il vient de récupérer son permis après une suspension de 2 ans pour conduite en état d'ivresse. Le stylo de Miller bouge plus vite. Et votre frère savait que le véhicule n'était pas à lui? Griffin sait que j'ai payé cette voiture de la même manière qu'il sait que le soleil se lève à l'est. Il s'en fiche, c'est tout. Je sors plus de textos. En quelques minutes après ma conversation avec ma mère, la famille élargie a commencé à m'envoyer des messages. Tante Catherine. Oncle Robert. Tous recrutés pour me faire pression pour que j'accepte cela. L'agent étudie mon visage. Pourquoi n'avez-vous pas simplement demandé la voiture en retour? La question frappe exactement là où elle est censée le faire. Parce que demander implique une négociation. Ce n'est pas un désaccord sur une propriété empruntée. C'est le vol d'un bien de 30 000 $ par des personnes qui supposaient que j'aurais trop peur du drame familial pour faire valoir mes droits. Mon téléphone vibre. Je jette un coup d'œil à l'écran. Mon patron. David. Il me rappelle après mon appel précédent. Excusez-moi un instant. J'entre dans ma chambre, la porte à moitié ouverte, pour que Miller sache que je ne fuis pas. David, je suis vraiment désolé. Je vais avoir des heures de retard. Que s'est-il passé? Tu ne prends jamais de congé. L'humiliation me brûle. Ma voiture a été volée. Par mes parents. Pour mon frère. Je suis en train de faire une déclaration à la police. Le silence s'étire pendant 3 battements de cœur de trop. Jésus, Florence. Prends le temps dont tu as besoin. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? J'ai cette présentation client à 14h, Riverside Développement. Ma voix se brise légèrement. Le comité de promotion se réunit jeudi. C'est exactement le mauvais moment pour. La présentation peut être reportée.
Ta famille vient de commettre un crime contre toi. On va gérer ça. Je termine l'appel avant que la pression derrière mes yeux ne se transforme en véritable larmes. Quand je retourne à la cuisine, Miller est passé au texto documentant la conspiration. Votre mère utilise le mot donné à plusieurs reprises, observe-t-il. Elle fait attention à son langage. Donner et sonne généreux. Voler et sonne criminel. Je me rassieds, les mains stables maintenant. Mais la loi ne se soucie pas de son choix de mots. Le titre de propriété de la voiture sans souci. L'historique des paiements sans souci. Le fait que ni elle, ni mon père, ni mon frère n'ont appelé pour demander la permission sans souci. Chloé Jenkins m'envoie un texto. En route. Arrivé dans 20 minutes. N'ose pas prendre le bus. Le soulagement m'envahit. Chloé est une architecte junior au cabinet, 7 ans plus jeune que moi mais d'une certaine manière plus compétente émotionnellement que toute ma famille réunie. L'impuissance de devoir me faire conduire au travail comme si j'avais 16 ans me fait serrer la mâchoire. Miller ferme son bloc-notes. Mademoiselle Wilson, je vais être honnête. Les affaires de vol familial sont compliquées. Mais vous avez documenté tout ce dont j'aurais besoin pour une condamnation. Le titre, les paiements, les aveux écrits. Il fait une pause. Êtes-vous sûr de vouloir porter plainte contre vos parents? Je veux porter plainte contre toutes les personnes impliquées. Griffin pour avoir conduit un véhicule volé. Warren pour l'avoir pris. Merrill pour complot. Chaque nom atterrit comme un coup de marteau. Il ne s'agit pas d'une voiture. Il s'agit de 30 ans à être traité comme si ma propriété et mes limites n'avaient pas d'importance parce que je suis censé être la compréhensive. Compris. Il se lève. Je vais déposer le rapport. La description du véhicule sera diffusée immédiatement. Si votre frère est arrêté. Quand il sera arrêté, je corrige. Griffin conduit comme si le code de la route était des suggestions. Donnez-lui 6 heures. Après le départ de Miller, je reste seul dans ma cuisine. Mon café a refroidi. La lumière du matin a changé, n'illuminant plus la place de parking vide de manière aussi spectaculaire. En 12 heures, je suis passé de fille dévouée à destructrice de famille dans leur récit. Mon téléphone vibre. Encore Chloé. Elle arrive. Je prends mon sac de travail, je verrouille mon appartement et je la rejoins au bord du trottoir. Sa Honda Civic tourne au ralenti, chaude et sûre, NPR jouant doucement à travers les haut-parleurs. Je me glisse sur le siège passager, et la réalité me frappe. On me conduit au travail, comme une enfant, comme quelqu'un sans ressources ni autonomie. C'est la première fois qu'ils font quelque chose comme ça, demande doucement Chloé en s'insérant dans la circulation. Je ris, et ça sort amer et vif. C'est la première fois que je ne les laisse pas faire. La clarté se cristallise complètement à ce moment-là. Il ne s'est jamais agi de transport. Il s'agit de respect. De savoir si je compte assez pour qu'on me demande avant que ma propriété ne soit redistribuée à quelqu'un qu'ils estiment plus. Je vais les poursuivre tous les 3, dis-je à voix haute, testant le goût des mots. Chloé ne s'y même pas, bien. Tu veux que je sois témoin? Je peux témoigner de ton état de détresse quand tu as appelé. Le ferais-tu? Florence, tu m'as conduite à l'hôpital à 2 heures du matin quand j'ai eu l'appendicite l'année dernière. C'est le moins que je puisse faire. Le temps que nous arrivions au bureau, la police a déjà émis l'avis de recherche. Subaru Outback 2022 vert forêt. Plaque d'immatriculation enregistrée. Dossier de preuve complet transmis au bureau du procureur. C'est une petite victoire. Mais c'est la mienne. L'embuscade dans le hall a lieu à 12h30. Je suis en train de vérifier des calculs de structure pour le projet Riverside quand Chloé apparaît à mon bureau, l'expression tendue. Florence, ta mère est en bas. Mon estomac se noue. Quoi? Elle est dans le hall, elle exige de te voir. Chloé garde la voix basse. La sécurité a appelé. Elle fait une scène. Je sauvegarde mon travail avec des mains qui voudraient trembler mais ne le font pas. Le trajet en ascenseur semble à la fois éternel et trop bref. À travers les portes en verre, je peux déjà voir Merrill au centre de la scène dans le hall en marbre de notre cabinet, sa voix portant à travers l'espace conçu pour un professionnalisme discret. Comment as-tu pu? Elle s'adresse à la réceptionniste mais projette pour tout le monde à moins de 15 mètres. Appeler la police sur sa propre famille. Mes collègues se figent en plein mouvement.
Sarah de la comptabilité reste immobile près de la machine à café. Deux architectes juniors que j'encadre planent près de l'escalier, leur visage reflétant une pure gêne par procuration. Tu envoies ton frère en prison. La performance de Meryl atteint son plein volume alors que je franchis les portes. Monstre. La réceptionniste, Maria, qui se souvient toujours de ma commande de café, regarde alternativement Meryl et la sécurité avec une détresse évidente. Sa main plane près du téléphone. Notre gardien de sécurité, Robert, s'approche de son poste, l'incertitude inscrite sur son visage buriné. Chaque instinct que j'ai développé en 30 ans me crie de me faire toute petite. De m'excuser. De faire cesser cela. De le rendre silencieux. Au lieu de cela, je marche droit vers elle. Mes talons claquent contre le marbre dans le silence soudain. La performance de Meryl faiblit quand elle me voit, puis reprend de plus belle. Florence, ma chérie, nous devons parler d'eux. C'est mon lieu de travail. Ma voix sort égale, professionnelle. La voix que j'utilise avec les clients difficiles. Je ne regarde pas mes collègues. Je regarde Robert. S'il vous plaît, escortez cette femme dehors. Elle est en situation d'intrusion. La bouche de Meryl s'ouvre en grand. Un véritable choc traverse son visage. Elle s'attendait à des larmes. À une dispute. À l'ancienne Florence qui l'aurait précipitée dehors, désespérée de contenir les dégâts. Tu ne peux pas être sérieuse. Sa voix perd sa qualité théâtrale, devient vive. Réelle. Je suis ta mère. Et c'est une propriété privée où je suis employé. Je me tourne vers Maria. Veuillez noter que Meryl Wilson n'est pas autorisée à me rendre visite ici. La sécurité devrait la faire sortir immédiatement si elle revient. Robert intervient en douceur, des décennies d'expérience le guidant. Madame, je dois vous demander de quitter le bâtiment. Florence. Le cri de Meryl me suit alors que je me retourne vers les ascenseurs. C'est ridicule. Nous t'avons mieux élevé que ça. Je ne réponds pas. Je ne me retourne pas. Les portes de l'ascenseur se ferment sur sa voix, résonnant encore dans le hall, coupant au milieu d'une accusation. Mes mains se mettent à trembler dans l'ascenseur qui monte. De retour à mon bureau, je m'attends à des chuchotements. À des jugements. Au lieu de cela, Anna, de l'équipe des architectes juniors, apparaît à côté de moi en quelques minutes. Mon père a volé mon identité quand j'avais 22 ans. Elle garde la voix basse. Il a ouvert des cartes de crédit à mon nom. J'ai dû le poursuivre en justice pour régler ça. Je la fixe. Anna, avec son sourire éclatant et ses photos de famille parfaites sur son bureau. Parfois, la famille, ce sont juste des gens qui te font du mal, continue-t-elle. Tu as bien fait. Tout au long de l'après-midi, il continue de venir. Tom mentionnant sa sœur qui a emprunté $5000 et a disparu. Maria partageant le problème de jeu de son frère qui a failli lui coûter sa maison. Des histoires émergent comme de l'eau trouvant des fissures, chacune étant une petite reconnaissance que je ne suis pas seul dans cette situation. À 15 heures, notre associé principal, Richard Morrison, apparaît à mon bureau. Mon estomac se serre. Florence, un mot ? Son bureau donne sur la rivière. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles élégants, l'espace où les carrières se font ou se défont. Il me désigne la chaise en cuir en face de son bureau. J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident au travail aujourd'hui. Oui. Je garde la voix stable. Ma mère a fait d'intrusion. La sécurité s'en est occupée de manière appropriée. Richard m'étudie par-dessus ses lunettes de lecture. Chloé a mentionné que vous avez des problèmes familiaux. Vol de véhicule ? La chaleur me monte au cou. Je m'excuse que cela ait affecté mon lieu de travail. Vous vous excusez ? Il se penche en arrière. Florence, vous avez fait sortir par la sécurité quelqu'un qui perturbait notre bureau. C'est exactement ce que vous auriez dû faire. Il fait une pause. Je suis plus inquiet pour vous. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Votre travail parle de lui-même. La tension dans ma poitrine se relâche légèrement. Merci. Le projet Revirside peut attendre quelques jours si nécessaire. Les crises familiales priment. Le retour à mon bureau est différent. Plus léger. Chloé a organisé une livraison de déjeuner du bistrot du coin pour que je n'ai pas à quitter le bâtiment.
Le service informatique passe pour proposer de bloquer les numéros de ma famille du système téléphonique du travail. De petites protections construisant un mur entre ma vie professionnelle et le chaos qui essaie de s'y infiltrer. L'appel arrive à 16h45 du portable personnel de Warren, le numéro que je ne peux pas encore bloquer sans paraître paranoïaque. Tu as perdu la tête. Son hurlement me fait éloigner le téléphone de mon oreille. Plusieurs collègues jettent un coup d'œil. Je me dirige vers la petite salle de conférence, je ferme la porte. Déchirer cette famille pour une voiture? Tu as volé ma voiture. On l'a empruntée pour ton frère. Tu vas l'envoyer en prison. Il a volé ma voiture, alors qu'il était en probation. C'est de sa faute. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La rage de Warren déforme sa voix. Nous t'avons soutenu toutes ces années. T'avons mis un toit sur la tête. De la nourriture dans la bouche. Cite-moi une seule fois. Les mots sortent froids. Certains. Une seule fois où vous m'avez soutenu en tant qu'adulte. Le silence s'étire sur la ligne. J'attends. La clé de rechange. Finit-il par bredouiller? On l'a gardée en sécurité pour les urgences. Et vous l'avez utilisée pour commettre un vol. Autre chose? Plus de silence. Sa respiration lourde et frustrée. Je dirai à tout le monde que tu as perdu la tête. Menace-t-il. Toute la famille. Les cousins, les tantes, les oncles. Ils sauront ce que tu as fait. Vas-y, je suis surprise de mon calme. Dis-leur que j'ai signalé un crime. Je suis sûr qu'ils seront fascinés. Je termine l'appel avant qu'ils puissent répondre. Chloé me ramène à la maison, refusant mes protestations. Dans le hall de mon immeuble, le gérant, Monsieur Patel, m'arrête. Mademoiselle Wilson, j'ai les images de sécurité de ce matin si vous en avez besoin. Un homme correspondant à la description de votre père était ici vers 6 heures du matin. Merci. Je vous donnerai les coordonnées de l'inspecteur. À l'étage, Madame Patterson du 4C m'interpelle dans le couloir. J'ai vu votre père ce matin, ma chère. Il avait l'air en colère. Tout va bien? L'inquiétude sur son visage buriné me touche presque. Je vais bien. Merci de vérifier. 1 heure après mon retour, Rachel est également venue. Colocataire de l'université, diplômée en droit, actuellement avocate d'entreprise. Elle a apporté du vin et des plats chinois à emporter. Chloé m'a envoyé un texto. Rachel me tend un verre. J'ai un avocat pénaliste pour toi. Ancien procureur. Elle va dévorer ta famille. Mon téléphone vibre. Une discussion de groupe se forme. Team Florence. Chloé, Rachel, Anna, Maria. Des messages de soutien affluent plus vite que je ne peux les lire. Je ne suis plus seul dans cette affaire. L'appel de l'agent Miller arrive à 18h47. Mademoiselle Wilson, je pensais que vous aimeriez avoir des nouvelles. Votre frère a été arrêté pour excès de vitesse, 80 dans une zone de 55, il y a environ 1 heure. Mon verre de vin s'arrête à mi-chemin de mes lèvres. Le véhicule a été mis en fourrière. Il est en garde à vue. La voix de Miller porte une satisfaction sinistre. Excès de vitesse dans un véhicule volé alors qu'il était en probation pour conduite en état d'ivresse. Son taux d'alcoolémie était de 0,02, violation de la tolérance zéro. Tout en moi devient calme et concentré. Vos parents sont répertoriés comme co-conspirateurs sur la base de votre dossier de preuves. Le bureau du procureur est très intéressé par cette affaire. Après la fin de l'appel, je reste assise seule à examiner mes relevés bancaires, à calculer les frais de mise en fourrière que j'ai payés, $1150, le remorquage, mon Uber pour aller au travail ce matin, la réunion client manquée que Richard a gracieusement reportée. Je sors un carnet neuf. Je commence à documenter. Chaque coup. Chaque conséquence. Chaque message, qui inonde toujours mon téléphone de numéros de famille que je n'ai pas encore bloqué. Le nom d'Estelle apparaît sur mon écran. Mon doigt plane au-dessus du bouton de refus. L'ancienne Florence répondrait. Se préparer à la culpabilité. À la déception dans la voix de sa grand-mère. Je laisse sonner. Je fais une capture d'écran de l'appel manqué. Je le sauvegarde avec les autres. Des preuves. Tout cela, des preuves. Mon téléphone se tait.
Je me verse un autre verre de vin et je retourne à mes calculs. Ils voulaient la guerre. Ils auront de la documentation. Le lendemain matin, l'appel arrive à 8 heures précises. Je suis déjà réveillé, mon café refroidissant dans ma main alors que je revois ma documentation une dernière fois. Le numéro du palais de justice clignote sur mon écran. Mademoiselle Wilson? Ici l'assistant du procureur de district, Peterson. Sa voix est empreinte de scepticisme, comme une odeur. Je me redresse à ma table de cuisine, posant la tasse avec un soin délibéré. Merci de m'appeler. Je dois admettre, dit Peterson, qu'en 15 ans de poursuite, je n'ai jamais eu quelqu'un demander des poursuites pénales contre ses propres parents. La pause s'étire. Il veut que je fasse marche arrière, que je rie nerveusement et que je dise que tout cela n'est qu'un malentendu. Je reste silencieuse. Vous comprenez ce que vous demandez? Une poursuite complète pour vol de véhicule. Contre votre mère et votre père. Ils ont volé un bien de 30 000 $ de ma place de parking désignée, en utilisant une clé que je leur avais confiée pour les urgences. Ma voix ne vacille pas, ils ont permis à un contrevenant en probation de prendre ce véhicule et de conduire en état d'ivresse. Faites votre travail, monsieur Peterson. La qualité du silence change. Quand il reparle, le scepticisme s'est transformé en quelque chose de plus vif. De l'intérêt. J'aimerais que vous veniez. Apportez tout ce que vous avez. Mon téléphone vibre au moment où je raccroche. Grand-mère Estelle. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie vocale, je regarde la notification apparaître. 3 autres appels suivent en succession rapide. Oncle Robert. Tante Catherine. Cousine Sarah. Le message vocal d'Estelle se déclenche automatiquement lorsque je vérifie. Florence Elizabeth Wilson. Je suis profondément déçu par toi. Tes parents ont fait une erreur, mais la famille pardonne. Cette vindicte est indigne de toi. Le texto d'oncle Robert arrive pendant que j'écoute. Ta mère est dévastée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de détruire la famille? Je fais une capture d'écran des deux, je les ajoute au dossier intitulé « Preuve, campagne de pression familiale ». 17 éléments maintenant. Chaque message culpabilisant, chaque accusation, chaque tentative de me faire passer pour la méchante parce que je refuse d'être leur victime. La publication Facebook de cousine Sarah apparaît dans mes notifications. Quelqu'un m'a identifié. Je prie pour les familles déchirées par la cruauté. Certaines personnes accordent plus d'importance à l'argent qu'au sang. Si triste. Capture d'écran. Sauvegarder. Documenter l'horodatage. Je ne commande pas, je ne m'engage pas. Je préserve juste la preuve de leur attaque coordonnée. Mon téléphone sonne à nouveau. Meryl cette fois. Je faillis refuser, puis je reconsidère. Je réponds en mode haut-parleur. L'application d'enregistrement déjà en marche. Tu dois arrêter cette folie tout de suite. Pas de salutations, pas de faux semblants. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à ton père? À Griffin? Je sais exactement ce que je fais. C'est pour une voiture, Florence. Une voiture? Tu vas envoyer ton frère en prison pour une voiture? Non maman. Griffin va en prison parce qu'il a conduit ivre. Encore. Vous faites face à des accusations parce que vous avez commis un vol. Ce sont vos choix, pas les miens. Nous sommes tes parents. Vous m'avez volé. La ligne devient silencieuse, à l'exception de sa respiration. Quand elle reparle, sa voix est devenue froide. Tu le regretteras. Toute la famille sait ce que tu fais. Tu seras seul. Je l'étais déjà, dis-je, et je termine l'appel. 2 heures plus tard, je suis assise en face de Peterson dans son bureau. Le dossier que j'ai apporté occupe la moitié de son bureau. Des relevés bancaires prouvant 5 ans de paiement depuis mon compte. Des documents d'assurance montrant la propriété exclusive. Des captures d'écran de messages textes où Meryl admet avoir pris le véhicule. Des journaux d'appel prouvant qu'ils n'ont jamais demandé la permission. Peterson feuillette page après page, son expression passant de la courtoisie professionnelle à quelque chose qui ressemble à de l'admiration. Vous avez essentiellement fait notre travail pour nous. Je suis architecte. La documentation, c'est ce que je fais. Il arrive au rapport d'arrestation de Griffin, ses sourcils se haussent. Taux d'alcoolémie de 0,02. Violation de la tolérance zéro pour l'approbation. 3e violation,
je corrige. Les 2 premières étaient techniques. Celle-ci entraîne des peines obligatoires. Peterson me regarde vraiment, voyant au-delà de la fille dévouée qu'ils attendaient la femme qui a passé une semaine à monter un dossier en béton contre sa propre famille. Les messages textes de vos parents sont pratiquement des aveux. Ils tapent sur les impressions. Et votre frère s'est incriminé lors d'un appel enregistré en prison. Je sais. Je l'ai écouté. La voix pâteuse de Griffin résonne encore dans ma tête. Tu sais que j'avais besoin de cette voiture. Tu as de l'argent. Le droit de tout avoir est si épais que je pouvais presque le goûter à travers la ligne téléphonique. Mademoiselle Wilson, nous pouvons les prendre tous les 3. Vol de véhicule. Complot. Aide à un contrevenant en probation. Mais je dois vous demander, êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez? Je pense au programme d'architecture auquel je n'ai jamais pu assister. Au PC de jeu qui est apparu quelques jours plus tard. Au schéma de sacrifice et de droit de tout avoir. S'étendant sur 13 ans. Ma voix ne tremble pas, j'en suis certaine. Alors nous procéderons. Peterson ferme le dossier. Je vous contacterai au sujet des dates d'audience. Et mademoiselle Wilson? Vous devriez peut-être vous préparer. Ça va devenir plus moche avant de s'améliorer. Il n'a aucune idée de la laideur que cela a déjà été. Je paie $1150 à la fourrière cet après-midi-là. L'employé traite ma carte sans commentaire, mais ses yeux posent des questions qu'il est trop professionnel pour poser. Je signe les formulaires de main levée, je prends les clés qu'il me glisse sur le comptoir. En traversant le parking en gravier, je repère ma Subaru dans la 3e rangée. Même de loin, je peux voir qu'elle a un problème. Le fier véhicule que je détaillais chaque mois semble plus bas d'une manière ou d'une autre. Diminué. La portière du conducteur s'ouvre avec le clic familier, mais l'odeur me frappe comme un coup de poing. Bière éventée. Fumée de cigarette. Graisse de fast-food. L'intérieur impeccable que j'avais entretenu ressemble à un lendemain de fête de fraternité. Des brûlures de cigarettes marquent le siège passager. Des emballages de burgers jonchent le sol. Le volant est collant sous mes mains. Je sors mon téléphone, je commence à documenter. Des photographies sous tous les angles. Le cendrier que je n'ai jamais utilisé, maintenant débordant. Le compteur kilométrique affichant 400 miles supplémentaires en une seule journée. La jauge d'essence sur vide. Le voyant de vidange d'huile brillant en orange. Chaque violation est cataloguée, horodatée, sauvegardée sur le stockage en nuage. Ce n'est plus seulement ma voiture. C'est une preuve. La preuve du peu de respect qu'ils avaient pour ce qui était à moi. Mon téléphone sonne alors que je photographie le siège arrière. La prison. Je faillis ne pas répondre, puis je me souviens des mots de Peterson sur l'appel enregistré de Griffin. J'accepte, je reste silencieuse. Florence? Florence, je sais que tu es là. Tu dois arranger ça. La voix de Griffin a cette pointe que je connais trop bien. Celle qui apparaît quand il n'obtient pas ce qu'il veut assez vite. J'avais besoin de cette voiture. Tu sais que j'en avais besoin. Tu as de l'argent, tu aurais pu trouver une solution. Je ne dis rien, je le laisse combler le silence de sa propre destruction. Cet entretien d'embauche était réel. D'accord, j'ai été viré il y a 6 mois, mais j'avais une vraie chance. Mon pote aurait pu me trouver quelque chose, j'avais juste besoin d'y aller. L'aveu atterrit comme une pierre. Pas d'entretien d'embauche. Juste un autre mensonge dans une vie de mensonges. Il conduisait pour voir son ami dealer, je réalise. Les 400 miles supplémentaires prennent soudain un sens terrible. Dis quelque chose. Tu ne peux pas les laisser me faire ça. À maman et papa. On est une famille. Griffin? Je parle enfin. Ma voix égale. Tu as volé ma voiture alors que tu étais en probation et tu l'as conduite ivre. Maman et papa t'ont aidé à le faire. Ce sont les conséquences. Tu le regretteras. Quand je sortirai. Je raccroche. J'ajoute l'appel à mon dossier de preuves. Je pense à mentionner la menace à Peterson et je décide que c'est inutile. La rage de Griffin est impuissante maintenant. Le système là. Ce soir-là, Estelle appelle à nouveau. Cette fois, je réponds. Tes parents ne se parlent plus. Sa voix tremble, frénétique.
Meryl a traité Warren de faible. Warren l'a accusé d'avoir trop insisté. Florence, tu dois arrêter ça. Tu es en train de déchirer la famille. Non, grand-mère. Ils l'ont déchiré quand ils m'ont volé. Je refuse juste de faire comme si ça ne s'était pas produit. Mais ce sont tes parents. Et je suis leur fille. Ça aurait dû compter plus. Je raccroche doucement cette fois. Je me verse un verre d'eau. Je m'assieds à la fenêtre de ma cuisine, regardant la place de parking 34B, où ma Subaru est exactement là où elle doit être. Mon téléphone brille de notifications. D'autres membres de la famille donnent leur avis. D'autres accusations. D'autres preuves pour mon dossier. Peterson appelle à 19h. Ils veulent une négociation de plaidoyer. Tous les trois. Quelles sont les conditions? Cela dépend de vous. Quelles sont vos conditions, Madame Wilson? Je sors la liste que je prépare depuis le jour où tout a commencé. 3 pages d'exigences tapées à la machine. Restitution. Reconnaissance publique. Conditions de probation. Ordonnance de non-contact. Mais surtout, la chose qu'ils ne m'ont jamais donnée librement. Le respect. Je vous les enverrai par email, dis-je à Peterson. Prenez votre temps pour les examiner. Je veux que chaque mot soit exactement juste. Parce que ce n'est plus seulement à propos de ma voiture. Ça ne l'a jamais vraiment été. 2 semaines s'écoulent comme de la mélasse froide avant que la date du tribunal n'arrive. Je suis dans le couloir en marbre à 8h45, étudiant le tableau d'affichage même si je sais exactement où se trouve la salle d'audience 3B. Mon avocate, Patricia Hernandez, se tient à côté de moi, révisant ses notes. Elle a valu chaque centime de sa provision. Florence. La voix de Meryl traverse le murmure matinal des avocats et des accusés. Je ne me retourne pas. La main de Patricia touche mon coude, un rappel silencieux que je n'ai pas à m'engager. Florence, regarde-moi. Nous sommes toujours tes parents. Maintenant, je me retourne. Meryl semble plus petite d'une manière ou d'une autre, son éclat habituel estompé. Warren se tient derrière elle, les bras croisés, le visage figé dans cette expression têtue que je connais trop bien. Griffin s'affale contre le mur, 26 ans et dégageant une morosité adolescente. Tu le regretteras pour toujours, dit Warren. Pas une menace, exactement. Une proclamation, comme s'il énonçait un fait inévitable. Griffin se décolle du mur. Je suis ton frère. Comment peux-tu me faire ça? Sa voix se brise sur le dernier mot. Pendant une fraction de seconde, quelque chose dans ma poitrine se serre. Puis je me souviens de ma place de parking vide. Des brûlures de cigarettes sur ma sellerie. 400 miles sur mon compteur en une seule journée. Patricia s'interpose entre nous. Ma cliente n'a rien à vous dire. Je vous suggère de garder vos mots pour le juge. Elle me guide vers les portes de la salle d'audience. Je ne regarde pas en arrière. À l'intérieur, les bancs se remplissent de visages familiers. Estelle est assise au premier rang de leur côté, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Oncle Robert. Tante Catherine. Cousine Sarah, qui a posté cette diatribe sur Facebook sur la loyauté familiale. Ils sont tous là, un front uni de parents par le sang qui n'ont jamais demandé ma version de l'histoire. Je suis assise seule de mon côté. Juste moi et Patricia. Le vide devrait me faire sentir seul. Au lieu de cela, il me semble propre. La juge Margaret Torres entre à 9h précise. Elle est plus jeune que je ne l'attendais. Peut-être la cinquantaine, avec des cheveux gris acier tirés sévèrement en arrière. Son expression suggère qu'elle est déjà fatiguée des affaires de drame familial. Affaire numéro 2024 CR 8847. Le greffier annonce, l'État contre Griffin Wilson, Meryl Wilson et Warren Wilson. L'assistant du procureur de district, Peterson, se lève. Votre honneur, les accusés ont accepté un accord de plaidoyer global avec des conditions spécifiques fixées par la victime. La juge Torres regarde par-dessus ses lunettes de lecture. C'est l'affaire de vol de véhicule impliquant des membres de la famille. C'est exact, votre honneur. Le frère de la victime a volé son véhicule entièrement payé avec l'aide de ses 2 parents. Les accusés souhaitent plaider coupable à des accusations moins graves en échange du respect des 3 conditions de la victime. Je vous écoute. Peterson fait un signe de tête à Griffin. Premièrement,
le principal accusé doit plaider coupable de vol, et non d'utilisation non autorisée d'un véhicule. Deuxièmement, il doit lire une déclaration préparée admettant le crime en audience publique. Troisièmement, les co-accusés doivent plaider non-contestation et payer la restitution complète de $1150 dans les 24 heures. Tous les trois acceptent 12 mois de probation et une ordonnance de non-contact avec une pénalité de $5000 par violation. La juge Torres étudie les documents. La salle d'audience retient son souffle. Je peux sentir les yeux de Meryl brûler dans mon dos. Ces conditions semblent raisonnables compte tenu des circonstances, dit finalement la juge. Monsieur Griffin Wilson, veuillez vous lever. Griffin se lève lentement. Son avocat commis d'office lui chuchote quelque chose, mais Griffin secoue la tête. Il sort un papier plié de sa poche avec des mains tremblantes. Lisez la déclaration, ordonne la juge Torres. Griffin se racle la gorge. Une fois. Deux fois. Moi, Griffin Wilson, j'admets avoir volé la Subaru Outback 2022 de ma sœur. Sa voix est à peine audible. La juge se penche en avant. Plus fort, s'il vous plaît. Moi, Griffin Wilson, j'admets avoir volé la Subaru Outback 2022 de ma sœur. Plus fort maintenant, mais humilié. Je savais que la voiture n'était pas à moi et je l'ai prise sans sa permission. Je savais que cette action était un vol. Le mot « vol » reste coincé dans sa gorge. Pas « emprunt ». Pas « utilisation ». Vol. Le mot spécifique qui compte. Le mot qui le rend réel. Le sanglot de Meryl résonne dans la salle d'audience. Je ne me retourne pas pour regarder. Ces larmes ne sont pas pour moi. Elles sont pour elle-même, pour l'image respectable qui s'effondre autour d'elle. Warren et Meryl Wilson s'approchent de la barre. Mes parents se tiennent ensemble. La mâchoire de Warren est si serrée que je peux voir le muscle sauter. Meryl continue de s'éponger les yeux, jouant le deuil pour un public. Vous êtes accusé de complicité dans ce vol, dit la juge Torres. Son ton s'est refroidi de plusieurs degrés. Comment plaidez-vous? Non contestation, grogne Warren. Non contestation, chuchote Meryl. Une restitution de $1150 est ordonnée, payable dans les 24 heures. 12 mois de probation pour chacun d'entre vous avec des contrôles de conformité mensuels. Et laissez-moi être clair, la juge enlève ses lunettes, les regardant droit dans les yeux. Les parents qui volent leurs enfants méritent toutes les conséquences qu'ils reçoivent. Ce tribunal ne voit aucune différence entre vos actions et celles de criminels ordinaires. Vous avez utilisé une position de confiance pour commettre un vol. Cela rend la chose pire, pas meilleure. Le visage de Warren devient rouge foncé. La rage et la honte se disputent la domination dans son expression. Le masque de Meryl glisse une seconde, et j'y vois une fureur réelle. Pas de remords. Pas de regret. Juste de la colère d'être tenu responsable. Griffin vacille légèrement, comprenant enfin que ses parents ne peuvent pas le sauver de cela. Que leur protection a des limites. Que les actions ont des conséquences. Je suis assise parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux. Patricia me serre doucement l'épaule. Derrière moi, les témoins de la famille s'agitent et murmurent. Le mouchoir d'Estelle se tait. Oncle Robert ne croise pas mon regard quand je jette un coup d'œil en arrière. Cousine Sarah regarde son téléphone, probablement en train de supprimer cette publication Facebook. Ils ont entendu les preuves. Ils ont entendu les mots du juge. Ils ne peuvent pas les désentendre. Le greffier annonce l'affaire suivante. Nous sommes renvoyés. Je passe devant ma famille sans un mot. Dehors, je respire l'air de novembre qui a le goût de la liberté. 3 jours plus tard, un coursier livre une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de $1150. L'écriture de Meryl sur la ligne du mémo indique simplement « Pour Florence ». Pas de « Désolé ». Pas de reconnaissance de faute. Juste mon nom. Comme si c'était un cadeau d'anniversaire au lieu d'une restitution ordonnée par le tribunal. Je le dépose électroniquement, j'ajoute l'enveloppe à mon dossier de preuves. Ce soir-là, Rachel apporte du vin à mon appartement. Nous nous asseyons sur mon canapé, mes clés de voiture visibles sur leur nouveau crochet près de la porte. « Comment te sens-tu » demande-t-elle. Triste, j'admets. Sous la satisfaction. C'est bizarre? Pas le moins du monde. Rachel remplit mon verre. Ils ont fait leur choix. Et j'ai fait le mien.
À travers la fenêtre de ma cuisine, je peux voir la place de parking 34B. Ma Subaru est là, l'antivol de volant brillant sous le lampadaire. Elle sera là demain matin. Et le lendemain. Personne ne viendra la prendre. 8 mois s'écoulent avant que je ne réalise que j'ai cessé de vérifier mon téléphone à chaque fois qu'il sonne. Le nœud qui se formait dans mon estomac lorsqu'un numéro inconnu apparaissait? Disparu. Je suis à la fenêtre de ma cuisine un dimanche matin. Au même endroit où tout a commencé. La même tasse en céramique réchauffant mes mains. Mais maintenant, quand je regarde la place de parking 34B, ma Subaru vert forêt est exactement là où je l'ai laissée. L'antivol de volant brille au soleil du matin. Cette petite barre rouge sur le volant coûte $30. Le tracker GPS caché sous le tableau de bord coûte $200. La tranquillité d'esprit de savoir que ma voiture sera là quand j'en aurai besoin. Je ne peux pas y mettre de prix. Mon téléphone vibre. Le nom d'Estelle illumine l'écran. Je réponds à la 3e sonnerie. Florence. Sa voix a ce ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils testent la glace mince. Ta mère te manque terriblement. Je prends une lente gorgée de café, je laisse le silence s'étirer. Estelle m'a appris le pouvoir d'une pause significative, bien qu'elle n'ait probablement pas voulu que je l'utilise contre ses campagnes de culpabilisation. Ils sont toujours en probation, grand-mère. Sûrement après tout ce temps. Ils ont mon numéro quand ils seront prêts à s'excuser. Je garde ma voix égale, même aimable. Pour le crime lui-même, pas seulement pour les conséquences qu'il leur a apportées. Le silence de son côté en dit plus que les mots. Elle sait. Ils savent tous maintenant. Cette confession au tribunal a dépouillé de toute prétention restante que c'était une simple mésentente familiale. Je comprends, dit finalement Estelle, et pour la première fois de ma vie, je pense qu'elle le fait vraiment. Lundi matin, j'entre dans la salle de conférence principale du cabinet d'architecture en tant qu'associé principal, Florence Wilson. La promotion a eu lieu il y a 6 semaines. Mes collègues se sont levés et ont applaudi lorsque les partenaires ont fait l'annonce. Chloé a attrapé ma main sous la table et l'a serrée. Personne n'a mentionné le drame familial qui aurait pu tout faire dérailler. Ils ont respecté ce que j'avais fait à la place. Maintenant, je dirige le projet de développement du centre-ville sur lequel j'assistais auparavant. Des architectes plus jeunes me cherchent pendant le déjeuner, me posent des questions sur la fixation de limites qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie structurelle. Mon histoire est devenue quelque chose que je n'avais jamais prévu. La preuve que se défendre ne détruit pas sa carrière. Parfois, ça la sauve. La lettre arrive un mardi, exactement 1 an après la date du tribunal. L'écriture de Griffin tremble sur l'enveloppe, mon nom et mon adresse à peine lisibles. Je reconnais l'écriture des cartes d'anniversaire de mon enfance, à l'époque où maman le forçait à écrire des mots de remerciement pour les cadeaux que j'avais économisés pour lui acheter. Je l'ouvre près de ma boîte aux lettres. Pas d'excuses. Pas de demande. Juste 3 paragraphes admettant qu'il est en thérapie 2 fois par semaine, qu'il assiste à des réunions des AA, qu'il travaille sur la raison pour laquelle il pensait que le monde lui devait ma propriété. Il prend ses responsabilités sans me demander de lui pardonner, de répondre ou de faire quoi que ce soit avec cette information. Je replie la lettre dans son enveloppe, je la range dans le tiroir de mon bureau à la maison. Progrès noté. Aucune réponse nécessaire. Peut-être jamais nécessaire. Ce choix m'appartient maintenant. Vendredi soir, Rachel et Chloé arrivent à mon appartement avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. Nous en avons fait une tradition mensuelle, c'est dîner avec la famille que j'ai choisie plutôt que celle dans laquelle je suis né. D'autres amis passent en fonction des horaires. Ce soir, nous ne sommes que toutes les 3. Ma sœur a essayé le coup de la culpabilité de Noël, dit Rachel en piquant un morceau de poulet. Je lui ai dit que mon appartement peut accueillir 6 personnes confortablement, et elle fait 7. Les limites tiennent, demande Chloé. Comme des murs de forteresse. Nous trinquons, nous partageons des histoires de parents qui ont finalement arrêté d'appeler, de cousins qui se sont excusés des mois plus tard, de parents qui ont appris que l'amour exige le respect. Mon histoire n'est pas unique à cette table. Cette prise de conscience me réconforte plus que n'importe quelle réunion de famille ne l'a jamais fait. Plus tard, seul dans mon appartement, je sors mon journal. Vieille habitude, nouveau but. J'écris sur les schémas que j'ai brisés, les leçons qui m'ont coûté une famille mais qui ont sauvé mon estime de soi. J'écris sur ce programme d'architecture auquel je n'ai jamais pu assister à 17 ans, comment j'ai construit cette carrière quand même.
Malgré eux, pas grâce à eux. Mon succès m'appartient, personne d'autre ne peut s'en attribuer le mérite. Avant de me coucher, j'installe la dernière pièce de mon système de sécurité. La clé de rechange qui était accrochée au crochet de mes parents est maintenant dans mon coffre-fort. Toutes les protections que la loi permet, je les ai achetées. Police d'assurance mise à jour avec l'historique complet des vols. Documentation classée et sauvegardée à 3 endroits. Ma dernière entrée de journal se termine par des mots que j'ai besoin de voir de ma propre écriture. La famille, ce n'est pas ceux à qui tu es né, c'est ceux qui respectent ta valeur. Le sang ne donne pas accès à ta vie. L'amour n'exige pas l'autodestruction. Je me suis sauvé. Je le referai. Je ferme le journal, j'éteins la lumière et je dors profondément.